Bienvenue au PERCO, c'est l'incubateur de la région Île-de-France en partenariat avec School Lab et 21 de la Croix-Rouge française, représentée par Marielle qui est juste ici. Petit coucou. On est donc très heureux, nous, d'opérer cet incubateur qui est aligné avec l'une de nos verticales à School Lab, qui est la diversité et l'inclusion. C'est un incubateur qui accueille 3 thématiques, le sport, le handicap et la transition écologique. C'est donc le 3e démodé. C'est aussi la 4e rentrée qui a eu lieu il y a 1 semaine et demie. Pour la première saison, on avait accueilli 40 projets. Aujourd'hui, on en a 67 dans les murs. On est vraiment super heureux de voir que ça fonctionne, qu'il y a de plus en plus de startups qui nous rejoignent, qu'on garde un taux de satisfaction très élevé et qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est une fierté qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Parmi nos succès, on accompagne du coup beaucoup de startups. On en a plus d'une centaine maintenant qui sont passées ici au PERCO à travers nos 2 formules. On en a une qui vient de lever 1 million d'euros, donc heads up à l'Uniwave, que vous pourrez retrouver. Merci pour eux. Que vous pourrez retrouver dans la partie cocktail qui sera au lounge de l'autre côté à partir de 17h30. Vous pourrez rencontrer des startups du programme Longo. Le PERCO, c'est donc un incubateur pour le handicap, pour la diversité et l'inclusion. C'est un incubateur qui accompagne des projets à impact, mais c'est aussi un incubateur qui se veut avoir de l'impact, notamment dans l'accessibilité du lieu. On a travaillé au début du PERCO sur le design de l'espace, avec des personnes en situation de handicap, avec des experts. Et on a aménagé le lieu, on a fait une salle de calme pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, auditifs. On a changé quelques couleurs de murs pour les personnes qui ont des troubles visuels et encore d'autres choses. Et on continue de s'améliorer. C'est vraiment le but du PERCO. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je voulais juste terminer ce petit discours d'introduction par un grand merci à la région, avec qui on est vraiment heureux de travailler, les équipes de Fabienne, les équipes d'Amaël. On est heureux de collaborer comme ça depuis 1 an et demi maintenant. C'est vraiment très enrichissant. On a coutume de dire, pour les personnes qui ne connaissent pas le PERCO, pour expliquer un petit peu ce que c'est vraiment pas anodin. C'est la première fois qu'il y a des startups privées dans une institution publique. Et ça, c'est vraiment très riche, c'est vraiment génial tous les jours. Vous verrez une agent qui est marraine d'un projet tout à l'heure qui viendra vous parler de son expérience. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Amaël, le DGA du Pôle Entreprise Emploi. Merci et bon événement. Merci beaucoup, Pauline. Je crois que tout a été à peu près dit. Pas facile de passer après. Non, ce que je peux vous dire déjà au nom de la région, c'est de vous accueillir, de vous dire bienvenue, de vous dire également combien on est fiers du PERCO, combien on est fiers de cette réussite et de ce projet qui maintenant vit sa vie. On a accueilli effectivement il y a quelques jours la 4e promotion. Donc on a, je pense que la promesse est tenue pour le moment. La suite, c'est de voir dans quelques années ces startups, ces porteurs de projets décoller, continuer. C'est une super nouvelle d'entendre comme ça quand il y a des levées de fonds qui se matérialisent. Simplement, peut-être 2 choses. La première, c'est que le PERCO, pour la région, c'est un engagement très fort aussi. Évidemment, on a des partenaires School Lab, 21 qui au quotidien sont en première ligne et qui sont absolument essentiels. C'est eux que vous connaissez le mieux. Mais c'est aussi beaucoup de travail pour les services de la région. C'est un petit exploit, je disais ça lors du petit déjeuner il y a quelques jours, c'est un petit exploit qui est renouvelé chaque jour que d'accueillir au sein des murs d'une collectivité locale des porteurs de projets dans des situations ultra diverses, on l'a dit, porteurs de handicap, mais surtout en fait des structures qui sont extérieures à une collectivité locale, qui sont pas, qui sont des corps étrangers en quelque part de l'administration. Mais vous êtes quand même les bienvenus, hein. Mais il faut comprendre quand même que c'est tout un travail rien que pour vous faire accéder à la cantine, etc. Et pour nous, c'est un engagement fort aussi parce que on passe beaucoup de temps en jury, on essaye de s'impliquer à fond pour connaître les projets, pour être là au début, du coup, les sélectionner. Donc vous sélectionnez pour tous ceux qui sont dans la salle. Ensuite, pour tout au long des quelques mois que vous faites à la région,
d'être là, d'avoir des agents qui passent vous présenter les aides, d'avoir beaucoup les agents du pôle ressources humaines qui font le lien avec les autres services de la région, parce que l'idée vraiment différenciante pour nous, c'est que les structures incubées au PERCO aient accès à l'écosystème de la région. C'est ça qui est vraiment important pour nous, et je pense que c'est ça qui vraiment nous différencie d'autres incubateurs. On a quelques exemples, nous en tout cas sur la partie développement économique, donc c'est les équipes dont j'ai la charge. On a emmené des incubés au CES de Las Vegas, on a emmené des incubés à Vivatech 2 fois, on a fait le salon Made in Tech l'an dernier, on a eu un très bel événement à la région en amont des JO qui était journée de l'innovation sur la transition écologique, où on avait aussi beaucoup d'incubés du PERCO. Donc voilà, nous on essaye dès qu'on peut de vous embarquer avec nous dans nos valises, de vous faire de la place sur nos événements et sur nos podiums. Et donc ça, c'est un peu une illustration de cette interpénétration qui d'ailleurs doit s'entretenir, doit aller encore plus loin. Ce qu'on peut dire également, c'est que le PERCO illustre très bien le rôle en matière de développement économique de la région. C'était mon deuxième point. Le rôle de la région, c'est d'aider les projets à se faire, à grandir, à se créer, les entreprises à se créer. Et donc on a à la fois un rôle de financement et un rôle qui est peut-être un peu plus d'animation, de mise en réseau. Alors sur le financement, c'est la partie qui est souvent la moins connue, parce que bon, la région, on est à côté de BPI, on est à côté de l'État, on est à côté de tout un tas d'acteurs. Et souvent, en fait, les chefs d'entreprise connaissent moins bien la région, alors qu'il y a beaucoup de financements aux entreprises et de toute taille à la région. Donc ça, c'est un travail qu'on essaye de faire aussi au quotidien avec les incubés. Il y en a certains qui ont déjà bénéficié dans ces premières promotions, qui ont déjà bénéficié de subventions régionales. Je pense notamment à InnovUp, qui est une subvention qui vient financer l'innovation, la R&D. Et c'est important que ce dispositif soit connu, parce que c'est des aides qui peuvent quand même monter jusqu'à 500 000 € de subvention, jusqu'à 2 millions d'euros d'avance remboursable. Donc c'est pas neutre, et ça doit aider les projets à grandir. Et je vais juste mentionner un deuxième outil en termes de financement qui nous est très cher, c'est la capacité à intervenir au capital des entreprises. Alors quand on a plusieurs outils, on sait faire en fonction de la structure, si c'est une coopérative, on sait aussi trouver des outils. Mais on a un fonds d'investissement qui s'appelle Île-de-France Réindustrialisation, qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Et on a aussi un fonds d'investissement qui est dédié à l'ESS, qui s'appelle Invest Amorçage, et qui sera bientôt doublé d'un autre fonds dédié plus aux structures en phase de développement. Donc voilà, tout ça aussi, ça peut concerner les entreprises du PERCO, et il y a déjà des exemples, et on va continuer à y travailler. Et l'autre volet, je disais, en matière de développement économique, le PERCO, il s'insère aussi dans cette grande toile des incubateurs et accélérateurs de la région. Il y a 210 sites qu'on a recensés dans la région Île-de-France. Il y en a plusieurs qui sont opérés par School Lab, pas que. Mais voilà, on a mis en réseau ces incubateurs et ces accélérateurs. On a créé l'an dernier un réseau où on a à peu près 130 incubateurs. J'ai 210 sites, mais parfois il y a des incubateurs avec plusieurs sites. Et donc tout ça, ça s'insère aussi dans cet écosystème-là. Donc le PERCO a aussi vocation à vivre parmi ce réseau des incubateurs. Et voilà, tout ça, en fait, c'est le rôle de la région, c'est de financer, mais aussi de faire en sorte que les acteurs se parlent, se connaissent, que les incubés puissent passer, qu'il y ait un parcours en fait, d'incubation qui puisse se faire dans la durée, et que vous puissiez trouver à chaque fois chaussures à votre pied. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement c'est super aussi d'avoir ces moments. Demo Day, c'est fait aussi pour les incubés, pas que, parce que l'autre idée, c'est de vous aider à trouver des soutiens, des financeurs, donc j'espère aussi que ça pourra servir à ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi et de très beaux mois d'incubation pour ceux qui sont encore entre nos murs. Merci beaucoup. Merci à Maël. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julien. Enfin, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais je vais quand même rapidement me représenter. Donc, je gère un des deux programmes. C'est le programme Expresso.
avec le reste de l'équipe. Je suis très heureux de vous voir toutes et tous ici aujourd'hui. Je pense que ça me fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur à l'équipe, mais aussi à tous les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment une forme d'aboutissement pour eux. Il faut se dire que le Demo Day, c'est vraiment le dernier temps fort, la dernière étape avant la fin de l'incubation qui aura duré 6 mois. C'est en ça que c'est une forme d'aboutissement voilà, qu'on est tous venus célébrer aujourd'hui. Je suis extrêmement fier aussi du chemin qu'ils ont tous parcouru en 6 mois, enfin 6 mois de joie, de réussite, d'impasse, d'échec, mais aussi de victoire. Je crois que ce qui m'impressionne le plus toujours, c'est cette forme de certitude que chaque entrepreneur du Perco a, cette certitude que leur projet, que ce qu'ils font au quotidien en vaut la peine. Ça a la capacité de changer les choses. Je dis changer les choses parce que on n'est pas dans n'importe quel incubateur. C'est l'incubateur de la région Île-de-France, c'est vrai. Mais c'est aussi surtout, comme Pauline le disait, l'incubateur du handicap, de la transition écologique et du sport. Et c'est en ce sens que les entrepreneurs veulent et peuvent aussi changer les choses. Les règles du jeu pour cet après-midi sont assez simples. On va avoir donc 7 startups qui vont pitcher, enfin présenter leur projet. Désolé pour les termes un peu start-up. Elles auront chacune 4 minutes 30 pour présenter leur projet, et à la fin duquel vous entendrez un dong sonore, qui sera donc la fin de leur temps de parole. S'en suivra 5 minutes de questions avec le jury qui se présentera dans un instant. Et voilà, une fois que tous les pitchs seront réalisés, ce sera vous qui aurez la possibilité de désigner le projet qui vous aura le plus convaincu. Quand je dis convaincu, ça peut être celui qui a le plus d'impact, ça peut être celui qui vous semble le plus solide, celui qui vous a le plus touché, bref, celui qui vous a le plus convaincu. Voilà, vous aurez un petit QR code que vous pourrez scanner. Ce sera voilà, votre tour de choisir le projet qui vous a le plus convaincu. Le jury fera de même. Et voilà, comme vous l'aurez compris, on aura donc un prix du jury et un prix du public. On ne vous a pas oublié. On a évidemment prévu un cocktail juste après, à partir de 17h30 environ. Ce sera la possibilité, comme disait Pauline, de vous rencontrer entre vous, mais aussi et surtout de rencontrer 6 autres projets qui auront leur petit stand du programme donc Longo, qui est donc le 2e programme d'incubation, qui lui dure un petit peu plus longtemps et qui est prévu pour les startups un peu plus matures. Voilà, donc vous aurez eu à la fois les expressos, à la fois les Longo. Avant de passer la parole au jury, je voudrais juste qu'on puisse tous déjà applaudir très fort tous les entrepreneurs du Perco pour tout le projet, voilà, tout ce qu'ils font au quotidien. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que le jury va pouvoir se présenter. Marjorie, si tu veux commencer, je t'en prie. Venez vous installer à côté de moi, le jury. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous laisser commencer parce que moi, ensuite, je vais vous parler des critères de sélection de nos chères startups. Allez. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Timothée. Je suis investisseur chez Incoventure, qui est un fonds impact qui existe depuis une dizaine d'années, et on est en charge, notamment depuis récemment, de gérer le fonds Invest Amorçage. Donc on investit dans des startups en amorçage à impact. On a une vingtaine de millions d'euros à déployer dans 5 ans, enfin pour les 5 prochaines années. Donc il y aura un peu de travail là-dessus. Bonjour à tous, moi c'est Mathis, donc je suis là pour Investir et Plus, qui est un fonds à impact, généraliste dans l'impact. On fait du handicap, on fait du médico-social et de la transition énergétique. Et on investit des tickets qui vont jusqu'à 1 million d'euros et qui commencent à 250 000 euros. Donc plutôt pour des startups jeunes, mais qui commencent déjà à avoir un petit peu de traction commerciale. Super, merci beaucoup. Je vous laisse prendre les 2 micros du coup, comme ça vous avez un micro chacun. Et moi je me représente, je suis Marjorie Pouzadou, je suis DGA du School Lab et aussi en charge de la mission de School Lab, qui est une entreprise à mission depuis 2019. Donc j'ai la joie de pouvoir évaluer les startups aujourd'hui avec Mathis et Timothée qui sont à mes côtés. Donc, pour faire très rapide sur les critères, et ensuite on va passer bien sûr au pitch, puisque vous êtes là pour ça, pour entendre des startups pitcher. Sachez que nous allons les évaluer sur un premier critère qui est l'équipe, la façon dont l'équipe est composée, les compétences de l'équipe.
Également, le degré d'impact du projet, qui est un point important pour nous. Bonjour, bienvenue. Également, le modèle socio-économique. Est-ce que le business model est fiable ? Est-ce qu'il est viable, pardon, et est-ce que la start-up a un potentiel de vraiment bien s'implanter sur son marché ? On va aussi évaluer votre connaissance du marché. Également, quatrième critère, la partie plus opérationnelle, la proposition de valeur, l'exécution, conscience de l'univers de concurrence. Bonjour, bienvenue. Je vais arrêter. Et aussi le savoir-être et la partie pitch. Et on sait que c'est important aussi, la personnalité de chacune des entrepreneurs. Est-ce que le porteur est à l'aise ? Je sais qu'ils ont été super entraînés. Donc, est-ce qu'ils sont tous à l'aise et est-ce qu'ils maîtrisent leur pitch ? Et au-delà de ça, on va vous demander, comme on vous le demande tous les jours, d'avoir de l'ambition, d'accepter d'avoir de l'audace, d'accepter d'exprimer votre audace au sein de ce lieu qui est la région Île-de-France. Et j'avais aussi envie, avant de commencer, de vous citer Mohamed Younous, que vous connaissez peut-être, qui a été multiprimé, prix Nobel de la paix, qui est entrepreneur social émérite. Il dit, Mohamed Younous, « Nous ne sommes pas nés pour suivre des règles et des chemins tracés pour les autres. Nous sommes nés pour inventer notre propre vie, pour créer de nouvelles règles et montrer la voie au monde. » Voilà, donc je vous souhaite chacun de montrer votre voie au monde et montrer aussi votre voie au jury qui va vous évaluer dans un instant. Merci à vous. Merci Marjorie, merci à vous trois. On va pouvoir passer donc au cœur de l'événement, à savoir les pitchs. Le premier projet s'appelle The New Botanist. Il est porté par Myriam. C'est un projet qui évolue donc dans la transition écologique. Si je devais décrire Myriam et son projet en un mot, je pense que j'utiliserais probablement le mot passionné. Passionnée par ce qu'elle fait, passionnée lorsqu'elle parle de son projet, passionnée lorsqu'elle parle de nature. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne beaucoup lorsque j'échange avec elle. Je pense que dans quelques instants, vous comprendrez de quoi je veux parler. Myriam, je t'en prie, je te donne le micro et puis c'est à toi. J'ai une nouvelle à vous annoncer. En France comme en Europe, la biomasse des insectes a chuté de plus de 80% au cours des 30 dernières années. Et alors ? Alors, à ce rythme, demain, dans quelques années, dans quelques décennies, nous ne pourrons plus nous nourrir que de quelques céréales. Maïs, blé, avoine, orge. C'en sera fini des fruits et des légumes. Ça change tout, hein. Oh, excusez-moi, je ne maîtrise pas le... Voilà. Mais j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Et c'est une bonne nouvelle. En matière de biodiversité, il n'y a pas de petit espace. Chaque mètre carré compte. En France, nous avons plus d'1 million d'hectares de jardins privés et ils sont quasiment tous des déserts écologiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont à peu près aucune utilité pour la biodiversité, pour la faune locale, pour les insectes. Mais 1 million d'hectares, ce n'est pas rien. Fermez les yeux et imaginez un instant la superficie de la région Île-de-France entièrement dédiée à la biodiversité. Comment y parvenir ? J'ai essayé dans mon jardin. Il m'a fallu toucher à plusieurs expertises. La botanique, ça tombe bien, c'est une de mes passions. L'entomologie, c'est plus compliqué. La pédologie, je ne vous en parle pas. Mais grâce aux données numériques, j'ai pu aller plus vite. Et ça a donné The New Botanist. Je suis Myriam, ingénieure en informatique, et j'ai créé The New Botanist pour aider les jardiniers amateurs et professionnels à transformer leur jardin en relais de biodiversité. The New Botanist, c'est 2 choses. C'est d'abord des coffrets paysagers, simples ou plus complets avec des outils. Ces coffrets contiennent
des paysages illustrés à réaliser dans son jardin sur 5 mètres carrés, en suivant un plan et un tutoriel, et en utilisant des semences sourcées localement dans chaque région de France. La Néobotaniste, c'est aussi une application smartphone pour accompagner ces jardiniers dans cette transformation. Mais c'est une application que je souhaite ouverte au plus grand nombre pour la sensibilisation et la vulgarisation scientifique. Grâce à The New Botanist, nous allons épargner une grande quantité d'eau potable. Aujourd'hui, en France, nous gaspillons l'équivalent de 2 piscines olympiques d'eau potable pour arroser un jardin de 500 mètres carrés pendant 1 an. Pas besoin d'arrosage avec les paysages The New Botanist. Ils sont adaptés à chaque région de France. The New Botanist, c'est aussi des pesticides évités. Les paysages que nous proposons créent des mini-écosystèmes qui s'autorégulent à terme. Des pesticides évités, ce sont des nappes phréatiques préservées. Et enfin, c'est aussi une contribution au commerce local. Les plantes issues de nos semences ne viennent pas de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, du Chili, mais bien de producteurs locaux implantés directement dans votre région. J'ai créé mon entreprise en février 2024, après 2 ans d'élaboration du projet. Et avec un prêt d'honneur et un prêt bancaire, j'ai démarré l'activité. Aujourd'hui, je suis en phase de lancement commercial. J'ai pour objectif de vendre 350 packs d'ici fin 2024, en m'adressant directement aux particuliers depuis un site internet et une application smartphone. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'entrer en contact avec des comités d'entreprise, des collectivités territoriales, mais aussi avec des bailleurs et des aménageurs. L'objectif à 2 ans, pour moi, est de créer le premier outil capable d'un diagnostic écologique à la volée avec son smartphone. Aujourd'hui, je travaille avec des partenaires, 2 paysagistes, férus de biodiversité, une développeuse, un jardinier et une UX designer. Et je consulte tous les 6 mois un comité scientifique et technique composé du président fondateur d'un bureau d'études en écologie, d'un chercheur IA de l'INRAE et de la développeuse avec laquelle je travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant, Anaïs. Aujourd'hui, je recherche des associés férus de sensibilisation et de marketing qui ont envie de mettre la main à la pâte. Et voilà, et je souhaite que la biodiversité soit dans tous nos jardins. Je vais ouvrir les questions. Merci Myriam pour ce pitch. Que peux-tu nous dire sur tes premiers clients ou tes premiers utilisateurs? Tu réponds à quel problème vraiment? Aujourd'hui, je réponds au besoin de trouver des plantes qui vont tenir face au changement climatique. Des jardins qui aujourd'hui ne sont pas adaptés. On a des plantes importées et qui ne sont absolument pas adaptées aux divers climats locaux. Les plantes que je propose aujourd'hui sont adaptées au climat d'aujourd'hui parce que je m'appuie sur des données scientifiques. Et avec l'outil que je vais développer, je compte proposer régulièrement des plantes qui vont être adaptées au fil du changement. Donc c'est l'adaptation au changement climatique. Épargner l'eau, donc, une grande quantité d'eau, d'arrosage. Et puis préserver les ressources naturelles. Peut-être pour continuer un peu sur cette thématique de bien comprendre à quels besoins vous répondez. En fait, quelles promesses vous apportez à votre potentiel client? Est-ce que c'est de lui apporter des idées de choses à planter? Est-ce que c'est de lui apporter des choses comestibles qu'il pourra potentiellement utiliser pour se nourrir? Est-ce que c'est pour, dans un but plutôt esthétique, d'aménager son jardin? Est-ce que c'est lui faire gagner du temps? Parce que entretenir un jardin, on n'a pas forcément les idées, pas forcément le temps, on ne sait pas faire, etc. En fait, concrètement, si j'achète une box chez vous, c'est parce que j'ai quel problème si j'habite en région Île-de-France et que j'ai un jardin,
et que je peux aller dans un magasin type, je sais pas, je connais pas les magasins parce que j'ai pas de jardin, mais où on va acheter des graines et Leroy Merlin, jardinage et autres. Exactement. Aujourd'hui, quand on est jardinier, on a une première problématique, c'est que quand on plante une plante, on n'est pas sûr qu'elle prenne, qu'elle reste en vie dans les 2-3 premières années. En général, le taux de germination ou le taux de succès, il est très faible, il est souvent en dessous de 50%. Là, on a des semences qui vont nécessairement pousser, par exemple. Elles vont pousser parce qu'elles sont adaptées, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. En termes d'entretien, très simple, pas besoin de rajouter de l'engrais. Les semences sont adaptées à la roche-mère de l'endroit où on se trouve. Et puis, il y a évidemment il y a un certain nombre de personnes qui recherchent des plantes qui attirent la biodiversité. Ce n'est pas encore la majorité, je vous l'accorde. Mais c'est une tendance qui est en train d'aller croissant. Quand on veut vraiment faire revenir la biodiversité, c'est assez compliqué. Parce qu'avec les plantes qu'on a actuellement, on n'arrive pas. Elles sont sans nectar, sans pollen, souvent parce que manipulées par l'homme. Ce sont des plantes horticoles qu'on met en face des plantes botaniques. Ce sont des plantes botaniques que je vous présente qui ne sont pas manipulées, sélectionnées par l'être humain. Et aujourd'hui, quand on cherche, il faut toucher aux matières dont je vous ai parlé. Et il m'a fallu bien 2 ans pour comprendre comment faire pour m'assurer d'avoir la bonne biodiversité. Il y a un certain nombre de personnes qui aiment ce sujet. Et voilà, déjà. Et du coup, j'imagine que vous sourcez des graines qu'on ne trouve pas forcément dans des jardineries. Exactement. Je source des graines comment localement. Vous les sourcez, pourquoi vous les choisissez et est-ce que vous arrivez à adapter votre box en fonction de l'endroit du jardin, etc. Oui. Aujourd'hui, déjà, comment je les source ? Je suis en contact avec des producteurs, soit des cueilleurs de semences locales, indigènes et sauvages. En région parisienne, vous en avez une qui s'appelle Parisiflore, qui me fournit des semences. Et lorsque je n'ai plus de fournisseurs dans les parages, parce que c'est un secteur en pleine croissance, je m'étends aux régions alentours et je m'étends jusqu'aux pays limitrophes, la Belgique et l'Allemagne, par exemple, qui sont en avance sur cette question. Comment je fais pour choisir ? Aujourd'hui, je propose des paysages simples et je propose 2 types d'ensoleillement. Je fais d'abord en fonction des spécificités des régions, donc les spécificités biogéographiques et climatiques des régions. Ça tient compte donc de la roche-mère, de la qualité du sol. Et ensuite, c'est surtout l'ensoleillement. Là, vous aviez 2 paysages de soleil et 2 d'ombre. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière sans déranger le suivant. Non, on ne va pas jouer ça. Voilà. 2 paysages d'ombre. Et pour l'instant, c'est vraiment l'exposition qui est le critère principal, puisque la terre, la roche-mère, globalement, est couverte par la notion de région biogéographique, qui est celle de l'Office français de la biodiversité et du Muséum d'histoire naturelle. Moi, j'aurais une question sur la question du passage à l'échelle. J'imagine que pour la biodiversité, il y a besoin d'avoir une certaine spécialisation selon les régions et la faune et la flore qui existent sur place. Et donc, comment est-ce que The New Botanist peut gérer cette tension entre la nécessité d'être spécialisé selon les régions et le besoin de pouvoir être scalable et donc de passer à l'échelle et d'en tirer profit ? Je n'ai pas de réponse précise, mais je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, je compte m'organiser en ateliers par région biogéographique. Je commence sur 2 régions biogéographiques, bassin parisien nord et sud. Ça va de Dunkerque à Poitiers et de Cherbourg à Meaux. Ça couvre toute cette surface. Et je sais qu'il y a une compatibilité de ces climats. Je vais proposer une quinzaine de paysages pour ces espaces-là. Et ensuite, et de fonctionner par atelier à l'échelle régionale. Donc la scalabilité, pour l'instant, c'est une grande question pour moi aussi. Je ne sais pas vous répondre avec précision. Pour l'instant, je fonctionne en atelier. Merci beaucoup Myriam. Bravo. Je vous propose qu'on parle un petit peu de communication. Je ne me suis pas encore présenté, mais moi c'est Clément. Je ne suis pas membre d'une start-up, mais je suis membre de l'équipe du PERCO. Et du coup, je m'occupe de la communication en lien avec les équipes de la région Île-de-France, que je remercie également par l'occasion. Et ces derniers mois, on a eu l'occasion de créer la Gazette du PERCO.
La Gazette du Perco, qu'est-ce que c'est? C'est notre newsletter mensuelle qu'on partage à la communauté du Perco, nos partenaires, nos alumni, nos incubés, les agents de la région Île-de-France. Et dans cette gazette, on partage toutes les petites news, les actus de nos startups, ce qui se passe au Perco, et on partage surtout les réussites. Et parmi ces réussites, on a pu, il y a quelques mois, partager la cagnotte, la campagne Ulule de Esper, qui est représentée aujourd'hui par Jérémy et Louis, que je vais vous laisser avec eux. Bonjour, merci beaucoup, merci de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre pour vous présenter Esper. Donc moi j'ai 3 photos à vous montrer. D'abord, une première que vous connaissez, j'imagine, on en entend un petit peu parler en ce moment. La deuxième, je pense que j'ai perdu personne, hein, c'est Central Park. Et la troisième, c'est les vacances de mon associé Jérémy en Polynésie, dans le plus grand sanctuaire sous-marin du monde, donc 500 000 km², et qui n'a absolument rien à voir en apparence avec les 2 premières photos. Et pourtant, ils ont bel et bien un point commun. Le point commun, c'est qu'elles ont toutes été financées par le don des entreprises. Les entreprises, elles ont 2 manières de donner. La première, c'est de faire un don de manière classique, et la deuxième, c'est de passer par la création d'une fondation d'entreprise. En passant par cette création, elle va, en plus de l'impact ESG et des avantages fiscaux, avoir une attractivité des talents et des clients décuplée, un engagement des collaborateurs qui va être accentué également, et une communication beaucoup plus impactante de par l'objectivité de la fondation. Malheureusement, cette fondation, elle est totalement inaccessible à l'ultra-majorité des entreprises, notamment les petites et les moyennes, pour plusieurs raisons. Pour 60% d'entre elles, c'est les ressources financières et humaines qui manquent, avec notamment, en plus de ça, une complexité administrative et un manque de maturité RSE, parce que les entreprises de cette taille-là sont souvent concentrées sur le profit et non encore sur la RSE. Donc la solution est toute trouvée, je tue le suspense, c'est Esper qui répond à ce problème. Donc on a une plateforme où les entreprises justement vont externaliser les services de la fondation, avec au tout début, dès l'inscription, un questionnaire à laquelle elles vont répondre pour définir la stratégie philanthropique de l'entreprise, les valeurs, les causes qu'elle veut défendre, la maturité des projets, la typologie d'association qu'elle va vouloir soutenir. Ensuite, fort de ce questionnaire, on va lui proposer 4 projets, ni plus ni moins, vraiment 4, qui vont correspondre parfaitement aux valeurs de l'entreprise et au questionnaire qu'elle vient de nous fournir. Et ce n'est pas l'entreprise qui va choisir la répartition du don, mais c'est bel et bien les collaborateurs et les clients qui vont voter pour leur projet préféré. Je vous montrerai juste après comment. Et ensuite, donc, on va avoir évidemment le problème, la complexité administrative dont je vous parlais, qui va être totalement déléguée grâce à notre plateforme, ainsi que la communication RSE que je vais vous montrer juste après. Justement, quelques petits écrans pour que vous visualisiez bien ce que je vous dis. Un tableau de bord où vous pouvez piloter les différentes fonctionnalités de la plateforme. Ensuite, les différents projets du mois. Donc là, on est sur l'écran collaborateur, où justement l'employé peut voter pour son projet préféré. Et enfin, vous avez la page Mon Impact, avec les différentes statistiques de l'entreprise et de l'impact qu'elle a eu depuis le début, depuis notre collaboration, avec par exemple, là, vous voyez 23 hectares plantés de forêt. Vous voyez, je ne peux pas pointer, mais vous le voyez. Et donc, fort de cette page, elle va pouvoir piocher pour ses réseaux sociaux, pour son rapport annuel et son rapport RSE. En termes de marché, on est à 3,6 milliards d'euros de dons des entreprises en tout. Parmi ça, on a 608 millions d'euros qui sont le don des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, donc qu'on va vraiment cibler. Pourquoi on va les cibler? Parce qu'elles sont assez grosses pour faire des dons d'une certaine ampleur, mais justement pas assez grosses pour avoir une fondation. Donc c'est la cible parfaite. Sur ces 608 millions, on va viser 6%, c'est-à-dire 35 millions d'euros de dons sur Esper en 2027, donc dans 3 ans. Un petit tour d'horizon de ce qui se fait aujourd'hui dans la philanthropie d'entreprise. Donc vous avez par exemple un don classique à la Fondation de France, c'est une possibilité. Vous avez Hello Asso qui est une plateforme de collecte uniquement. Optimize qui est un créateur de logiciels au service de la philanthropie, donc qui n'est pas réellement notre concurrent. Captain Cause qui pour le coup est un concurrent, mais qui ne fait pas de sélection sur mesure de projet et donc qui ne va pas être réellement adapté aux entreprises de taille intermédiaire, parce qu'elles vont chercher des associations plus locales, des associations de quartier, qui vont plus correspondre à leurs valeurs et à leur taille. Et enfin, Microdon, que vous connaissez tous, mais que vous connaissez mieux sous le nom de l'arrondi, où vous pouvez arrondir votre salaire à l'euro supérieur. Et enfin, Esper, qui
coche toutes les cases, bien sûr, en dernier. En termes de business model, on pourra, je passe assez vite, il est extrêmement classique, on pourra y répondre dans vos questions. Une rétrocommission auprès des associations à hauteur de 6,5%. Et côté prestation de service, on va viser en moyenne 5 000 € par an par entreprise. L'équipe, donc on est 2 directeurs commerciaux, moi-même et Jérémy. Donc 2 directeurs commerciaux qui viennent de la banque, donc pour ma part de la banque privée et Jérémy d'un établissement de crédit. Moi, je serai en charge des entreprises quand Jérémy s'occupera plutôt des associations. Et en plus de ça, on est associé bien sûr à un CTO d'ampleur pour justement avoir une plateforme extrêmement fluide et ergonomique. Donc un grand merci pour votre attention. On fait une levée de fonds de 500 000 € en décembre. Donc si vous voulez participer à la prochaine restauration de Notre-Dame ou au prochain sanctuaire ou au prochain Central Park peut-être, avec grand plaisir. Donc Jérémy que j'accueille aujourd'hui. Alors moi, c'était une première question sur le marché. Donc ici, il y a 600 millions de dons des entreprises de taille intermédiaire, si je me souviens bien. Donc en récupérant 6% environ de tous ces dons, ça ferait 36 millions de chiffre d'affaires maximum potentiel. Donc qu'est-ce que ça donne les relais de croissance à côté, les autres façons de se rémunérer, qui en plus éviteraient de prendre un pourcentage aux associations? Alors, 2 réponses là-dedans. 35 millions d'euros, c'est le montant des dons qui passeraient par la plateforme, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Nous, on aurait une rétrocommission auprès des associations autour de 6,5%. 6,5% à l'échelle d'une association, c'est rien du tout, puisqu'aujourd'hui, une association, pour lever 100 €, elle dépense 20 € en moyenne. Donc leur offrir un service externalisé en apportant 10 000 € à une association et en récupérant 650 €, aujourd'hui, on est accueilli à bras ouverts pour une association. Et la deuxième réponse, c'est les prestations de services. Donc on n'a pas détaillé le produit, évidemment. Donc, dans un premier temps, on va avoir plusieurs gammes d'accompagnement au niveau des entreprises. Soit l'entreprise peut gérer la plateforme de vote toute seule, donc elle n'a pas besoin de prestation de service. Et derrière, on va avoir des suppléments. On peut organiser, par exemple, des événements où les associations qui ont été sélectionnées viennent pitcher eux-mêmes leur association devant les collaborateurs et le vote se fait en direct. Tout ça, c'est des prestations de services additionnelles qui nous permettent d'alimenter le chiffre d'affaires. Pardon, je suis désolé. Ce que je voulais dire par 36 millions, c'est que donc s'il y a 600 millions de dons sur les entreprises de taille intermédiaire, ça veut dire qu'en imaginant que vous arrivez à vous positionner sur l'entièreté de ces dons, dans un monde idéal, voilà. Et donc même en valorisant... C'est une très bonne question. Il y a donc le nombre de fondations qui sont présentes chez les ETI. Aujourd'hui, c'est 7%. Chez les PME, on est à 0,1%. Donc, on a un marché qui est les PME qui sont, je n'ai pas le chiffre, mais l'ultra majorité des entreprises françaises et qui n'attendent qu'une chose, c'est également de développer leur philanthropie, voyant toute la communication et tout l'impact positif qu'a ce genre de choses. Donc, notre marché, on dirait que c'est notre marché vraiment cible. C'est les premiers qu'on va aller voir, mais c'est une très bonne question. Et les PME seront les prochaines, voire les grandes entreprises, même si Captain Cause est extrêmement bien positionné sur les grandes entreprises et en termes d'engagement collaborateur, c'est pour ça qu'on passe plus sur le marché d'en dessous. J'ai 2 questions, peut-être une première question côté entreprise, est-ce que vous avez déjà des clients qui payent la solution? Et côté association, comment est-ce que vous présélectionnez des assos? Enfin, est-ce que vous proposez des assos que vous avez présélectionnés? Ou est-ce que vraiment une entreprise peut choisir son association, enfin n'importe laquelle en fait? Alors aujourd'hui, on a 4 clients qui se sont engagés. On leur a offert la prestation de service évidemment pour démarrer et créer de l'attraction. Elles se sont engagées sur leurs dons qu'elles vont fournir pour 2025, donc à la sortie de la plateforme. Et concernant les associations, on a établi un cahier des charges, donc une taille critique. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop petite et qu'elle coule l'année d'après. Qu'elle ne soit pas forcément, on va appeler ça institutionnelle non plus, parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour lever des dons, a priori. Ensuite, il va falloir que l'association réponde au cahier des charges que l'entreprise nous aura fourni. Et aujourd'hui, on a déjà 31 associations partenaires qui vont de l'association locale, par exemple à Nantes, Plastic Pickup, ou encore de l'association plutôt nationale, telle que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Oui, moi j'ai une question sur votre expansion. Comment vous voyez dans 5 ans? J'espère que dans 5 ans, vous aurez des femmes dans votre équipe aussi. Et comment vous voyez? Et quel niveau de chiffre d'affaires? Quel marché à l'international vous souhaitez aller chercher? Si l'ambition, c'est aussi de concurrencer Captain Cause, faut être à la hauteur. Alors, on a une femme dans notre équipe qui est un peu cachée, mais qui est Valentine, qui est notre coach Perco et qui nous aide plus que certains contributeurs. Et pour répondre sur l'expansion, donc évidemment, vous voyez à quel point c'est un marché qui est scalable, je ne sais pas comment le dire, enfin qui a une expansion assez facile dans d'autres pays, notamment d'autres pays qui sont beaucoup plus généreux que la France. Je déteste taper sur notre pays, mais en termes de générosité, sur les particuliers comme sur les entreprises, on est beaucoup plus bas que des pays voisins comme la Suisse, comme la Belgique, les Pays-Bas. Juste pour vous dire, aux Pays-Bas, 96% des Néerlandais donnent à des associations. En France, on est à 50% des particuliers. Pareil sur les entreprises, on est à 87%. Donc même les petites entreprises qui n'arrivent même pas à gagner leur vie, elles donnent des 100 euros, 200 euros. C'est culturel là-bas, comme en Suisse et comme dans beaucoup de pays du Benelux. Si on a le temps, peut-être une petite question sur l'impact. Comment vous vous positionnez face au risque de greenwashing ou de social washing? Ou autrement, est-ce qu'il y a des entreprises que vous refuserez d'avoir sur votre comme client, si par exemple leur activité est néfaste pour l'environnement, par exemple? Alors, la question va se poser plutôt au niveau des associations. En fait, il y a des associations qui ne vont pas vouloir voir leur nom associé à certaines entreprises. Et on s'assure qu'il y a un match qui a été fait. Pour l'instant, ce n'est pas une question. On n'a pas été confronté au problème, donc évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer en temps et en heure. C'est peut-être même un problème de riche aujourd'hui. Mais pour le coup, on va faire en sorte que... On sait très bien qu'il y a un matching à faire entre ce que veulent les associations et ce que veulent les entreprises. La personne qui va monter sur scène, on l'a rencontrée en juin 2023, donc c'était il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant. À l'époque, dû à son handicap, elle a pris 1 heure pour nous présenter son projet alors qu'elle avait 10 minutes. Aujourd'hui, elle va vous pitcher son projet en moins de 10 minutes, donc je vous demande de l'applaudir pour lui donner de la force, s'il vous plaît. Waouh! Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous avez complètement oublié votre langue maternelle. Les mots sont partis. Ce n'est pas du tout une fiction. En France, en ce moment, on parle d'1 personne sur 5 qui fera un AVC dans sa vie. Et je suis cette personne. J'ai eu un AVC il y a 10 ans et je suis devenue aphasique. Par chance, j'étais chef d'entreprise. Alors naturellement, je suis devenue l'entrepreneuse de ma tête. Depuis mon accident, j'ai en tête de faire un truc, c'est retravailler et me relever grâce au travail et reprendre ma place dans la société. Et me voilà devant vous. La première bataille a été d'imaginer et de mettre au point une manière adaptée de me présenter sans tous les mots pour le faire. C'est que le CV classique, après un accident de la vie, ça ne marche plus très bien. Parmi les aphasiques, il faut le savoir, beaucoup sont encore dans l'âge de travailler. Et j'en fais partie. Et quelques 92% préféreront sortir du monde du travail, trop compliqué, peur d'être incompris. Alors, c'est comme ça que j'ai été amenée à dire « et pourquoi pas mon CV clic ?»
Ce CV Click, il est devenu le Click CV officiel. Une plateforme à destination des entreprises sur laquelle les candidats handicapés peuvent enregistrer une vidéo de présentation de leur parcours. Je vous laisse regarder les quelques éléments interactifs patatine, patatoune du salon. C'est que je ne sais pas tout dire. Dans un premier temps, la cible des grands, les premiers tentés, c'est les grandes entreprises françaises. Le marché à terme, c'est celui des entreprises de plus de 20 salariés. Et cela représente 1,8 million d'entreprises en France. C'est dans l'idée que, il faut l'avoir en tête, une personne sur deux connaîtra directement ou indirectement le handicap au cours de sa vie. La vie dure. Et moi, je compte. Excusez-moi. Alors, j'ai regardé un peu autour de moi et c'est comme ça que j'y arrivais pas en fait, parce que LinkedIn et France Travail, ils recrutent à l'ancienne, les premiers. Ils innovent pour se mettre à la page, mais ils restent quand même arc-boutés sur l'écrit pour les candidatures. Il faut savoir, je ne sais plus parler, je ne sais plus écrire. La nouveauté du Click CV, c'est l'interaction spontanée entre vous et moi, parce qu'on va échanger. Alors, autour, entre les deux, il y a du WireMe. En fait, il propose aux candidats de créer une page personnalisée. Sur Internet, il y a des trucs, des couleurs, des machins, ça court, ça boule. Mais ça peut aider. Mais alors, la plateforme personnalisée pour l'entreprise, on a oublié. Et puis, la vidéo interactive pour le candidat et le recruteur, on ne sait pas faire. Ils ne savent pas faire. Alors, maintenant, j'ai demandé à Colline de venir vous présenter nos chiffres. C'est que je connais les chiffres un peu difficiles. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler donc de la traction et des comptes de résultats et cash flow de l'entreprise. Donc, ClickCV a déjà séduit plusieurs entreprises sur le marché français, telles que France Télétravail, SNCF, La Poste et bien d'autres. Et on se séduira bien d'autres par la suite. Donc, tout d'abord, le compte de résultats prévisionnel qui vous présente le chiffre d'affaires, mais également la rentabilité pour les années futures, jusqu'à 2027. Donc, pour l'année prochaine, on espère environ 8 clients, donc ce qui représenterait un chiffre d'affaires de 100 000 €. Et d'ici 2027, l'objectif est une trentaine de clients pour atteindre plus de 350 000 € de chiffre d'affaires. Ces objectifs nous permettraient donc de dégager une rentabilité à partir de 2026, suite aux années d'investissement qui représentent 2024 et 2025. Et ensuite, donc, le cash flow prévisionnel qui met en avant donc le besoin en financement, mais également la trésorerie. Aujourd'hui, ClickCV a besoin de 150 000 € pour faire naître son projet, pour donc couvrir ses charges telles que les ressources humaines ou bien le marketing et le développement du produit. Et ces 150 000 € permettraient de dégager une trésorerie positive à partir donc de 2026 et de montrer et ça met en avant une croissance donc saine et modérée pour l'entreprise pour les prochaines années. Je reprends la parole, là je vais mieux y arriver. Je viens vous présenter l'équipage. Un certain Dominique, c'est l'ingénieur, un ex-DG de France Invest, le strategic partner officiel. C'est surtout mon binôme.
la personne qui me challenge et me fait remonter à la réalité. Michel, c'est le roi de l'audiovisuel. Entre autres, dans son truc, au plus souvent, c'est d'être très loin pour réaliser les Koh-Lanta. Il est surtout à l'origine du principe de la vidéo interactive. Depuis le début, il me supporte et mon envie de donner ce potentiel de communication aux personnes handicapées. Et puis Mehdi, il est par là, il est là. Il a parfaitement briefé Céline, qui est sa collaboratrice, et je te remercie. Alors Mehdi, c'est mon coach, et quoi de mieux qu'un directeur administratif et financier pour s'entourer. Au milieu de tout ça, il y a aussi un Swipe Touch. Ça, c'est important. C'est l'opérateur, c'est le technique. C'est l'entreprise qui développe depuis 3 ans la vidéo interactive. Elle met à disposition son outil, encore unique au monde. Et ça, c'est pour nous, Click CV. Donc, je reprends tout à l'heure les premiers mots. Et j'avais écrit « Tout est possible tant qu'on a les moyens de se faire entendre à son rythme ». Merci. Mais Dina, pardon, je partais, moi. Mais tu nous as mis, non, mais tu nous as mis le feu. C'est tellement émouvant de te voir pitcher aujourd'hui tout ce chemin parcouru. Franchement, c'est incroyable. Bravo. Je suis un peu pour les questions. Alors, oui, je dois poser une question. Pardon. Oui, sur ta technologie, pourquoi tu n'utilises pas des technologies d'intelligence artificielle déjà toutes prêtes? Parce que c'est pas ça. C'est surtout pas ça. Notre force, c'est notre vrai. L'AI, patadim, patatam, patapoum, poutopoum, ça fait trop. On n'est pas les mêmes. Et la possibilité d'organiser, de demander à la personne de se donner, d'échanger, on n'est pas au Tinder, mais j'utilise mes yeux. AI, ils savent faire? Non. C'est comme ça que j'ai lancé Aphasic Impulse. C'est mon AI. Je vous montrerai le bateau un jour si vous voulez. Il existe. Moi, j'ai une question sur les membres qui travaillent sur le projet. Donc, on a vu pas mal de personnes autour du projet qui travaillent à temps plein sur ce projet. Et je vois que vous avez aussi besoin de recruter, notamment grâce aux subventions. Vous avez besoin de quelles compétences en interne pour développer le projet à court terme? En fait, concrètement, toute la préparation, c'est ma nouvelle vie. Pour toute la partie networking importante, je suis membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc il y a un truc assez large. Par chance, j'ai quelques art skills, copains, qui était à l'école avec mon frère. Et donc, depuis toujours, ils me connaissent et on a créé cette notion de binôme qu'on est en train de lancer par ailleurs pour que l'entreprise puisse s'ouvrir la tête. Donc, maintenant, il faut communiquer. Il faut savoir bouger avec l'ordinateur et enfin, pas bordélique comme je suis devenue un peu.
Donc, on a viens voir, Mehdi ou Céline. Qu'est-ce qu'on a dit pour la partie des recrutements? Donc concrètement, il y a 4 personnes qui sont prévues pour la partie des recrutements, enfin qui sont déjà recrutées également. Donc on a Dina, Dominique qui est son binôme comme elle le présente, qui est là avec lui depuis le début, avec elle depuis le début dans son projet. Un business développeur en part-time et également un CSM pour pouvoir développer le projet aux yeux du grand public et trouver des nouveaux clients. Donc c'est la partie ressources humaines en tout cas. En fait, ce qui est important, c'est que si on revient à la slice des gens qui sont visés, je vais vous dire autrement. Si dans 3 ans, j'avais un rêve, Click CV est devenu le Click France Travail. Et toutes les grandes entreprises ont compris et se mettent aussi à gérer différemment leurs ressources humaines pour plus de feeling, de manière à ce qu'on n'ait plus seulement le grand qui va expliquer aux jeunes, aux différents, aux trucs, aux machins, mais qu'on prenne ensemble toutes les différences pour un vrai team Philip, quoi. C'est ça ce que je souhaite. Et donc, les autres, Dominique, c'est un ex-X qui a fait beaucoup. Et puis voilà. Un prochain ? Vous pouvez repartir. Oui. Merci beaucoup. Merci Dina, merci beaucoup. Pour le prochain projet, c'est un projet qui s'appelle Dancer, qui évolue donc dans le domaine du sport, plus spécifiquement dans le domaine de la danse, comme son nom l'indique. Il est donc porté par Adrien, Laure et Laure, parce qu'effectivement il y a 2 Laure dans l'équipe et potentiellement un 2e Adrien, qui sait, qui pourra rejoindre l'équipe. Quand on accompagne au quotidien des entrepreneurs et qu'on échange avec eux beaucoup, on échange avec tous évidemment, mais il y en a toujours 2 ou 3 avec qui on échange davantage. On échange beaucoup de temps informels, etc. Et Dancer, notamment avec Adrien, ça fait partie de ce genre de projet. Et Adrien, si tu veux te rejoindre à moi sur la scène, je te laisse présenter Dancer. Vert pour avancer et rouge pour reculer. Super. Bonjour à toutes et à tous. La première graine de Dancer, je l'ai plantée en 2004, ça fait un petit bout de temps. J'étais en école d'ingénieur à l'époque. Et comme tous les étudiants célibataires de mon époque, je suis allé prendre des cours de salsa avec un objectif très très clair, c'était de devenir un très bon danseur de salsa. Alors je me suis beaucoup entraîné et je ressemblais pas mal à ce monsieur. Sauf que bon, moi j'avais un pull entre les mains, que je prenais par les manches en guise de partenaire. Mais récemment, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, en fait, 20 ans plus tard, la situation n'a absolument pas évolué. Il n'y a pas d'outil commercial pour s'entraîner en danse entre les cours. Et ce problème-là, que donc, je partage avec ce monsieur-là, enfin, on le partage avec beaucoup de monde. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les écoles de danse en France, il y a 3 millions de personnes. Ça représente l'équivalent de tous les licenciés de foot et de tennis réunis. Et donc, eux aussi, ils aimeraient bien s'entraîner entre leurs cours. En fait, tout simplement, la danse, c'est l'activité physique la plus pratiquée au monde, avec 1 milliard de pratiquants chaque année. Donc, en fait, je me suis dit, je me suis donné la mission de combler ce manque et de créer cet outil qui permet de s'entraîner en danse entre l'équipe. Alors, première étape, justement, je forme cette équipe-là. Alors, objectif tacite atteint, puisque j'ai fini par épouser Laure Colmar, qui est donc mon associée, qui est 8 fois championne de France de danse de couple. Donc j'avais bien bossé, je m'étais bien entraîné.
Et donc, il y a une expérience longue comme le bras dans ce qui concerne la danse. Elle est prof de danse, elle a dirigé une académie de danse classique, elle a travaillé pour la Fédération française de danse, pour Danser avec les stars, et j'en passe. Donc vraiment notre experte métier au sein de l'équipe. Et parmi ses élèves de danse, on a rencontré Laure Leroy, qui est docteur en informatique des Mines de Paris, spécialisée dans la prévention des risques musculo-squelettiques. Donc tous les trois, on a inventé une technologie qui permet de mesurer la progression des danseurs par comparaison. Donc un danseur amateur se compare à un danseur professionnel. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'embarquer cette technologie dans une application facile à utiliser, qu'on puisse utiliser partout, et pour que n'importe qui puisse s'entraîner en danse, notamment pour préparer son prochain cours. Donc ce fonctionnement, par comparaison, il nous offre 4 avantages comparés à l'existant dans le domaine de la danse. Premièrement, encadré, on a une deep tech, donc c'est une barrière à l'entrée très forte. On est en train de déposer non seulement notre brevet français, mais un brevet à l'international. D'autre part, notre positionnement, il est très différent des autres apps qui sont, elles, des apps de cours de danse, et donc qui ont vocation à finalement remplacer les profs de danse. Nous, ce n'est pas du tout notre cas, on est focalisé sur les entraînements de danse, et on donne aux professeurs de danse, on complète en fait leur arsenal pédagogique en leur offrant notre application. D'autre part, c'est un fonctionnement qui est user-generated content, par création de contenu par les utilisateurs. Donc en fait, un fonctionnement communautaire pour le partage des compétences en danse. Et il est adossé à un business model de plateforme, donc qui est rémunérateur pour les profs qui prennent en fait une commission pour chaque achat de la part des élèves. Alors, comme vous l'avez compris, en fait, notre cœur de cible, il évolue dans les écoles de danse. Ce sont les passionnés des écoles de danse, donc d'abord en France et puis évidemment ensuite à l'étranger. Pour ce qui concerne les élèves, en fait, sous condition qu'ils aient évidemment un abonnement à jour chez Dancer, ils peuvent rentrer à la maison après le cours avec une vidéo en fait, de l'enchaînement qui a été travaillé pendant la semaine et moyennant évidemment qu'ils s'entraînent devant la caméra de leur smartphone, essai après essai, ils mesurent leur score de réplication et leur progression. De leur côté, les profs, eux, transforment l'entraînement de leurs élèves en revenus supplémentaires à leurs cours. Ce sont eux qui fixent les prix de ce service-là. Et en fait, Dancer ne leur donne pas plus de travail que ce qu'ils ont déjà, puisqu'ils sont déjà presque, enfin même un peu plus des 3/4 à envoyer la vidéo du cours à leurs élèves par WhatsApp. Donc en fait, Dancer leur permet simplement de monétiser une activité qu'ils ont déjà, mais qu'ils faisaient de manière gracieuse. Voilà, donc après une phase de test intensif là, cet été, du prototype auprès de profs et d'élèves partenaires, on va sortir l'application et on va annoncer la sortie à Big le 10 octobre à l'Accor Arena à l'invitation de la BPI. Donc, si vous aimez la danse, venez nous voir, c'est gratuit l'entrée. Vous pouvez venir sur notre stand, tester l'application et puis assister à des démos. Et puis, je suis sûr que vous connaissez tous des gens qui dansent, ou alors vous dansez peut-être vous-même. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez scanner le QR code là, le partager à tous ceux que vous connaissez qui dansent, les faire s'inscrire sur la waiting list. On va sortir l'application donc courant octobre, aux environs du 15 octobre normalement. Et comme ça, ils pourront, ou vous-même pourrez, être informés de la sortie de l'application dès qu'elle sera sur le marché. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur étant donné que c'est payant pour les élèves, le risque d'exclusion sociale donc de certains élèves de la danse. J'imagine que si un prof met des tarifs chers, ça peut exclure certains candidats. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà fait une étude en fait, du prix acceptable auprès des élèves. Donc, c'est vraiment incomparable par rapport à un cours de danse. Donc, le prix que les élèves acceptent de payer, c'est aux environs de 5 € pour avoir un entraînement, par rapport à un cours qui peut aller de 30 à 90 €. Donc ça peut être complètement... Enfin, ça n'a pas de comparaison, quoi. Pour pouvoir s'entraîner à la maison, c'est différent. Pour un abonnement, c'est-à-dire pour avoir tout le contenu de son prof, les élèves, ils sont OK pour payer une quinzaine d'euros par mois de ce côté-là. Donc ça reste abordable. Effectivement, ce risque, il existe, mais en général, les passionnés de danse, ils ont quand même vraiment envie de s'améliorer. Voilà. Quelle stratégie vous comptez mettre en place pour vous faire connaître auprès des profs et du coup de leurs élèves? Alors,
Il y a deux stratégies. En fait, les profs, déjà, on va les contacter un petit peu comme on contacte un business. Donc, c'est vraiment une activité de sales, quoi, ce qui était mon activité, moi, précédemment. Donc, on a aussi... Pardon ? Ça va être long de... En fait, oui, mais il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y a aussi beaucoup de... je sais pas comment on dit en français, mais bon, ils regardent beaucoup de veille concurrentielle, voilà, par les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de profs postent énormément de ce qui se passe dans leurs écoles sur les réseaux sociaux. Et nous, on a, je sais pas si vous avez, enfin, tout ce qui concerne, je reviens là. En fait, quand on est en train de danser avec les mouvements détectés, c'est une sorte d'ego trip, quoi. Regardez comme je danse bien, ou alors on peut se comparer. Donc c'est très sujet à se laisser partager sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, on compte là-dessus. Mais en démarrant par un peu de cold calling, on ne peut pas trop y échapper. Ouais. Vous avez déjà une communauté ? Oui. Alors, on est... Vous partez de zéro On ne part pas de zéro, mais la communauté, on est en train de la construire. D'abord auprès des écoles de danse. On a en plus bien travaillé avec la Fédération française de danse pour qu'elle nous pousse dès que c'est prêt. Auprès des écoles, elle est en demande de fournir en fait un avantage. Comme je vous l'ai dit, les licenciés de foot ou de tennis, on sait vraiment les compter facilement en termes de nombre de licences. Dans la danse, ce n'est pas du tout le cas encore. Donc la Fédé essaie de structurer et de fournir un avantage en échange de la licence. Donc on fait partie des opportunités qu'ils ont identifiées pour ça. Et en fait, pour toucher déjà les élèves, c'est beaucoup plus simple, quoi. Une fois que le prof dit utilisez ça pour vous entraîner, il y a un facteur multiplicateur par environ 150. Quoi. Les profs ont en moyenne 150 élèves de danse. Voilà. Il n'y a plus de piles. Oui, merci. En termes de business plan, ça donne quoi en chiffres clés à 3-5 ans? Ouais. Vous êtes rentable quand? Tout de suite. Non. En fait, on s'est donné des objectifs qui sont relativement prudents, avec une saturation du nombre de profs utilisant l'application à 5 ans de 20%. Et je disais qu'en moyenne, les profs ont 150 élèves. Donc là, même nos modélisations sont à 50 élèves par prof, avec un abonnement mensuel à 15 €, comme je le disais. Donc voilà, on est à 5 ans. Attends, je vois plus bien. On est aux environs de 5 millions. Pourquoi il s'est remis comme ça? Bon. J'avais un autre formatage. Mais on est un peu plus de 5 millions de CA. Donc et ça correspond juste à la France pour l'instant. Donc en Europe, on est mieux. Et je vois pas, vous êtes rentable quand? Ça, je n'ai pas calculé. Pour l'instant, oui, alors on a 3 salaires, effectivement. On a aussi notre dev, comme le disait Julien, on a un dev pour l'instant qui est freelance, qui a le bon goût donc, de s'appeler aussi Adrien, pour faire les choses hyper simples. Voilà, mais il est freelance et lui aussi, arrêt métier. Voilà. Mais on espère l'internaliser le plus tôt possible, mais je crois lui, il aimerait bien rester indépendant, ce qui ne nous va pas du tout. Voilà, mais pour l'instant, 4 salaires, effectivement. Donc, les coûts, en fait, qu'on n'arrive pas à estimer pour l'instant, mais on sait qu'ils arrivent, c'est les coûts de marketing, les coûts influenceurs, donc réseaux sociaux, etc. Donc ça, on va voir avec... on a un premier contrat, là, justement, pour Big, avec une influenceuse qui sort de l'Opéra de Paris. Et on va tester tout ça. On va apprendre sur le tas. Hop. Il y avait pas mal de slides en plus. Voilà. Merci beaucoup Adrien. Je vous propose qu'on avance un peu dans la suite des anecdotes du Perco. Et au Perco, une anecdote qui revient souvent, ou en tout cas une question qui nous revient souvent, c'est Clément, Pauline, Julien, est-ce que vous connaissez un tel à la région qui pourrait m'aider à faire ci et à faire ça? Et pour ça, on a Céline Studio à la région qui s'occupe de mettre en relation nos incubés avec nos agents et qui fait ça brillamment et qui au quotidien aide nos incubés à rentrer en relation avec les personnes qui les intéressent et les personnes concernées. Et une des personnes qui finalement n'a pas forcément besoin de contact, c'est Nathalie, puisque le premier jour où elle est arrivée au Perco, à peine après avoir franchi les portiques,
a croisé quelqu'un qu'elle connaissait, un agent de la région. Donc comme quoi, nos incubés peuvent venir aussi avec leur propre réseau. Et donc du coup, je vais laisser maintenant la parole à Nathalie qui va vous présenter Oxymove. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Qui n'a jamais connu le stress du matin ? Entre la pression que nos enfants arrivent en sécurité et à l'heure à l'école et le challenge de trouver une place de parking si on les accompagne, je peux vous dire que la ponctualité à arriver au bureau à l'heure le matin peut être un peu compliquée. Mais comment on fait pour s'organiser quand on ne connaît ni les autres élèves, ni les autres parents ? C'est de ce constat qu'est né Oxymove. Oxymove, c'est une application mobile innovante qui va permettre de sécuriser et de faciliter les trajets scolaires. Le principe est extrêmement simple. Oxymove va mutualiser le trajet des élèves qui habitent dans un même périmètre et qui vont dans le même établissement scolaire selon 3 modes de déplacement, à pied, à vélo et en voiture. Ce qui fait d'Oxymove une véritable innovation, c'est qu'il va être intégré à la base de données de l'école, qu'on appelle ENT, pour que élèves et parents restent en communauté fermée pour plus de sécurité. De cette façon, on va pouvoir connaître les heures d'entrée et de sortie des élèves pour pouvoir proposer des trajets personnalisés. Je m'appelle Nathalie et cela fait plusieurs années que je travaille sur ce projet. Je suis accompagnée par Stéphane, qui est cofondateur avec moi et qui était ex-dirigeant de TI française. À nos côtés, nous avons Frédéric, puisque la RGPD, la politique des données personnelles, est un point important pour nous. Et aussi, Alban vient de rejoindre notre équipe qui s'occupe particulièrement de la cybersécurité, qui est d'actualité, et qui est le développeur qui avait travaillé aussi sur la géolocalisation de Snapchat. Alors, à qui bénéficie Oxymove ? Tout d'abord aux élèves, puisque nous allons sécuriser les trajets en les partageant avec d'autres élèves. Mais aussi, nous allons favoriser leur bien-être mental et physique grâce au fait de cette incitation à la mobilité douce par le vecteur de l'amitié. Ensuite, Oxymove va contribuer aussi pour les écoles à réduire les retards et l'absentéisme. Et pour les collectivités territoriales, eh bien, Oxymove va contribuer à désenclaver les territoires, à réduire le trafic tout en diminuant l'impact écologique. Et enfin, il va créer du lien puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'associations. Donc, comme vous pouvez le constater, Oxymove a un véritable enjeu sociétal. Les trajets domicile-école représentent par jour en France 26 millions de déplacements. Sur ces 26 millions, nous avons 65% qui se font individuellement, plus particulièrement en voiture, suivi de la marche à pied et pour une part très infime en vélo. Comme vous pouvez le constater, notre ambition n'est pas de rester au niveau international. Par rapport à notre intensité concurrentielle, Oxymove a 7 fonctionnalités. Sur ces 7 fonctionnalités, 5 sont vraiment majeures, comme je vous l'ai signalé, son intégration à l'ENT, l'agenda pour connaître l'emploi du temps des élèves, mais il propose aussi un calendrier de domiciles multiples, ainsi qu'une optimisation de trajet et un eurodatage. Le modèle économique d'Oxymove repose sur une tarification qui va être destinée aux établissements scolaires ainsi qu'aux collectivités territoriales pour le public à raison de 12 € par élève et par an. Nous pensons qu'il est important que
Nous pensons qu'il est important que cette application soit gratuite pour ses utilisateurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de frein à l'adhésion. Notre vision, cette année, ça sera l'année de notre expérimentation dans un lycée-collège de Saint-Germain-en-Laye et chaque année, nous prévoyons une augmentation conséquente de notre chiffre d'affaires. Nous avons déjà eu le soutien de 2 subventions de la région et nous faisons partie du programme d'accompagnement sur la transition écologique. Et enfin, notre besoin en financement est de 300 000 € qui correspond finalement à notre première année de chiffre d'affaires, qui sera ajustable en fonction du nombre d'établissements qui travailleront avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup Nathalie pour ce pitch. Moi, je voulais savoir, je suis très curieuse de savoir comment vous allez faire pour intégrer les ENT et quels freins vous allez devoir lever pour ça. Alors, l'ENT, c'est en fait l'espace numérique de travail qui correspond à l'enfant citoyen hors et dans les murs de l'école. Et donc, quand ils ont créé l'ENT, le ministère de l'Éducation nationale a fait un schéma directeur. Et dans ce schéma directeur, vous avez la possibilité, en tant que ressource, d'intégrer les ENT. Notre premier appel, quand nous avons créé Oxymove, a été tout d'abord pour le chef de projet des ENT de l'Éducation nationale, de façon à nous assurer que nous avons bien la possibilité de pouvoir nous interfacer avec leur système. Pardon, c'est pas hyper clair pour moi. Et pourquoi les autres concurrents, notamment qui étaient sur la slide, n'arrivent pas à s'intégrer à cette ENT? Tout simplement parce que nous, quand on a créé Oxymove, comme on savait qu'il y avait ce schéma directeur, nous nous sommes collés impérativement à ce qui était proposé. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas intégré la mobilité quand ils ont créé ce schéma directeur. Et justement, nous sommes à leur côté de façon à faire évoluer leur réglementation là-dessus pour nous créer un cadre. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas construit leur produit pour ça? Donc, non, au départ, il a été conçu uniquement pour l'école et pour tout ce qui est ressources numériques pédagogiques. Ok. Moi, ce que je me demandais, c'était au niveau de la traction potentielle. Étant donné que c'est les collèges, lycées qui vont payer, est-ce que vous avez des preuves de l'intérêt et de la volonté de payer pour ce service des collèges et des lycées? Alors, il y a un véritable besoin. Oui, là aussi, dès notre début, le premier appel a été pour le ministère de l'Éducation nationale, comme je vous le disais. Et le deuxième appel, on a effectivement, comme on est dans le département des Yvelines, on s'est tout de suite approché d'eux pour voir si eux étaient intéressés pour leur collège, puisque le maillage en France est le suivant. Les écoles primaires publiques, ce sont les communes. Les départements s'occupent des collèges et la région s'occupe des lycées. Tout ce qui est privé, c'est établissement par établissement. Et sur les 300 000 € que vous demandez, concrètement, vous allez les utiliser pour quoi? Alors, on a 200 000 € pour les paiements des salaires, puisque ce sont des hauts potentiels, et donc c'est sûr que voilà, il faut les rémunérer. On a 50 000 € de charges d'exploitation, et enfin les 50 derniers 1000 €, ça sera pour tout ce qui est serveur et API. Donc il n'y a pas de budget pour aller chercher du chiffre d'affaires là-dessus, pour aller vendre la solution Alors pour l'instant, Stéphane et moi, nous n'avons pas de rémunération, et on s'est dit que pendant les 4 premières années, nous n'avions pas de rémunération pour faire décoller notre solution. La personne qui va monter sur scène maintenant est
est une personne que je pourrais définir comme extrêmement tenace et une personne forte, une femme forte qui est tout le temps dans les réunions du club des entrepreneuses du PERCO pour lutter à nouveau pour la diversité et notamment celle des femmes dans l'entrepreneuriat. J'appelle Flavie sur scène. Bonjour à tous, je suis Flavie Laure et j'ai fondé Responsive Utility. Alors juste une question avant de commencer. Parmi vous, est-ce que certains sont parents ? Alors j'ai 2 enfants, un garçon de 19 ans, Malo, et une fille de 16 ans, Sibylle. Et en 2017, on est allé en vacances en Italie. Et on a rencontré un épisode de canicule avec des températures à plus de 48 degrés. Et c'est là où on a vraiment vécu ce qu'était le changement climatique, à ne pas pouvoir bouger, où c'était compliqué de respirer, à rester enfermé à l'intérieur tellement il faisait chaud. Et à titre personnel, je n'avais pas envie de laisser une planète comme ça à mes enfants. Et ça a été un peu l'impulsion pour se dire, voilà, tu passes à l'action et qu'est-ce que tu peux faire ? Et en 2021, ça a été de se dire, ben voilà, on travaille sur la transition énergétique, à la fois sur les bâtiments et la mobilité. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors pour être concret sur ce qu'on fait, je vous propose de prendre l'exemple de Caroline. Caroline, elle est aussi maman. Elle a un hôtel au Gros du Roi, le Golf Hotel. Et elle voit ses factures énergétiques exploser. Elle voit aussi tout un tas de réglementations lui tomber sur les épaules, que ce soit sur le bâtiment ou la mobilité. Elle n'est pas ingénieure, donc elle ne sait pas par où commencer. Et en termes de cash, c'est assez compliqué de financer cette transition. Alors ce qu'on fait chez Responsive Utility, c'est d'analyser les consommations et de voir où est-ce qu'on peut optimiser. Parce que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. On l'accompagne à la fois sur les enjeux de réglementation, d'aller chercher des solutions de financement, que ce soit les différentes subventions qui existent ou du crédit bail, pour être en mesure de lui faire un plan d'accompagnement concret. Alors notre outil de base, c'est la Banque de l'énergie, qui centralise les consommations énergétiques en multifluides, gaz, électricité, réseau de chaleur. On intègre l'eau aussi, pour être en mesure d'analyser à la fois les données, mais aussi les usages du bâtiment, pour ne pas mettre à défaut le confort. Et l'idée, c'est de mettre en place un plan d'amélioration. Donc, dans le cas de Caroline, ça a été de regarder les pompes à chaleur qui n'étaient pas performantes. C'était de mettre en place une gestion technique du bâtiment. C'était de revoir les éclairages pour passer à des LED avec des détecteurs de présence. Donc, tout un tas de dispositifs pour réduire ses consommations. Et là, on va toper à peu près moins 40% sur ses consommations énergétiques. Alors aujourd'hui, le marché de l'efficience énergétique, il est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et nous, on vise particulièrement les ETI qui n'ont pas les compétences en interne, qui ont des réglementations à respecter et sur lesquelles on peut vraiment les accompagner comme energy manager. Alors sur le marché, ce qui nous différencie des concurrents, c'est d'avoir cette approche multifluide, d'intégrer le gaz, l'électricité, les réseaux de chaleur. C'est d'avoir la vision à la fois réseau, bâtiment et infrastructure de recharge des véhicules électriques, parce qu'aujourd'hui l'impact est assez marginal, mais demain, quand on aura énormément de véhicules électriques, ça impactera les consommations, et d'aller accompagner les clients jusqu'au financement, à la recherche de subventions. Alors notre modèle économique, il s'appuie sur 3 piliers, le parti consulting en jour homme, l'abonnement à la banque de l'énergie que vous avez vu, et une partie négoce sur le matériel qu'on va conseiller à nos clients pour être le plus adapté. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc on voit un volume assez important sur le négoce, parce que les volumes sont importants, la marge est un peu plus faible. Et on a une partie sur les licences qui correspond à l'abonnement, qui est vraiment un chiffre d'affaires qui sera très récurrent. Au niveau de l'équipe, vous avez Michel qui a plus de 20 ans d'expérience ingénieur dans la salle et qui est très timide. On a Alexandro qui travaille en collaboration avec l'Université d'Amiens sur les algorithmes et les modélisations énergétiques. David travaille sur la partie structuration financière et recherche de solutions de financement pour nos clients. Et j'accompagne le développement de l'entreprise avec le montage des dossiers de R&D
et la partie de commercialisation en attendant de recruter quelqu'un en business développement. Alors sur notre feuille de route, en octobre, on démarre une expérimentation avec Lidl sur leur site de Massy pour construire un écosystème de mobilité verte. Donc on pilote l'énergie pour avoir des bornes de recharge, des dispositifs de stockage et des panneaux photovoltaïques pour charger en verre. À la fin de l'année, on devrait signer un laboratoire commun et l'année prochaine, on aura le projet Flexing Grid, qui est un projet de R&D sur la flexibilité à la fois de la consommation et de la production d'énergie. Alors, nos besoins aujourd'hui, on a une partie de recherche de financement de l'ordre de 200 000 euros sur le développement commercial, à la fois de la mise en relation avec des chefs d'entreprise qui ont besoin d'effectuer leur transition et une montée en compétences sur les outils communication, marketing et commercialisation. Et on est notamment accompagné par le dispositif Résilience 93 d'INCO sur les appels d'offres. Merci pour votre attention. Moi, j'avais une question sur la concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque des concurrents qui sont, par exemple, là, plus sur les grosses entreprises ou autres, viennent s'attaquer au marché des entreprises de taille intermédiaire? Alors, ce qu'on peut voir sur des Schneider électriques, par exemple, qui sont très implantés auprès des grands groupes, c'est qu'ils ont quand même des frais de structure suffisamment importantes qui fait que le coût d'entrée sur des entreprises de taille intermédiaire, il y a le ratio combien tu coûtes par rapport à combien tu vas faire économiser à la structure. Et là, il y a un point d'équilibre qui est plutôt en notre faveur. J'avais aussi une question sur la concurrence, je pense que c'est assez essentiel. Je ne connais pas hyper bien le secteur, et donc j'imagine qu'il y a plein d'acteurs qui gravitent autour de l'efficacité énergétique. À part les gros acteurs évidents qui sont sur la slide, est-ce qu'il y a d'autres petits acteurs qui essayent aussi de développer des offres et qui seront en concurrence avec votre solution? Alors, ce qu'on voit beaucoup, ça va être des acteurs sur des verticales. Vous allez à des acteurs qui vont être dédiés aux bornes de recharge, des acteurs qui vont être dédiés sur les panneaux photovoltaïques, des acteurs qui vont être dédiés sur le stockage. L'approche où on globalise à la fois le réseau, le bâtiment, la mobilité, assez peu pour l'instant. Et pourquoi vous globalisez si ces acteurs-là ont décidé de les verticaliser? Parce que ma conviction profonde, c'est d'arriver à avoir un territoire qui soit autonome en énergie. Et on peut pas, à l'échelle d'un bâtiment, c'est pas possible d'avoir ses propres panneaux photovoltaïques et d'être. On a besoin de mutualiser les ressources de production. Et donc l'idée, c'est d'à l'échelle d'un territoire, d'arriver à monter la production d'énergie renouvelable. Et c'est un peu le projet Flexing Grid qu'on va développer l'année prochaine, où on a des éoliennes, on a de l'hydroélectricité, on a des panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'avoir une production d'énergie qui est localisée. Et on va travailler en face sur la flexibilité de la consommation. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit, parce qu'on a une culture, tu branches, ça marche, tu as ton électricité. Ce qu'on va essayer de développer, c'est de se dire, entre 11h et 16h, on a de l'électricité solaire. Essayons de décaler les consommations sur ces créneaux-là et d'avoir à l'échelle d'une ville de monter progressivement l'énergie produite localement et l'énergie renouvelable. Merci Flavie. Est-ce que tu peux nous raconter l'expérimentation avec Lidl justement? J'aurais eu une question sur tes premiers clients, mais là il y a quelque chose de concret avec Lidl. Est-ce que tu peux un peu nous expliciter ce point-là? Ouais. Alors il s'agit du site de Massy, qui est le site d'expérimentation de Lidl, sur lequel ils ont expérimenté sur la gestion des déchets, sur l'eau, et donc sur aussi aménager le magasin en gérant, par exemple, l'électricité, le moindre éclairage près des vitres, un peu plus d'éclairage, plus à l'intérieur du magasin. Le magasin a vraiment été territoire d'expérimentation pour améliorer, et ce qui leur permet, les solutions techniques qui tiennent la route, d'être déployées dans les autres supermarchés. Donc, ce qu'on a commencé avec eux, c'est d'aller sur l'hypervision et de mesurer leurs données énergétiques. Et de voir que le samedi et le dimanche, ils produisaient de l'énergie, le dimanche relativement peu consommée puisque le magasin était fermé, et ils renvoyaient l'énergie produite au réseau
à un coût très, très faible. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, vous produisez de l'énergie, autant la vendre à un véhicule électrique. C'est un modèle économique, c'est renouvelable, c'est vertueux, et c'est comme ça qu'on a construit. Donc on est parti de la donnée énergétique, le monitoring de la donnée énergétique, et de cette idée de construire un écosystème qui soit autonome. Merci. Eh ben, merci beaucoup Flavie. On va déjà passer au dernier pitch. Ce qui est un peu particulier avec ce dernier pitch, c'est que Louis, enfin le projet s'appelle Gaston, mais c'est effectivement pas le nom du porteur. Le porteur c'est bien Louis, même si vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Gaston. Louis, je l'ai connu déjà sur un ancien programme d'incubation déjà géré par School Lab. Donc c'était une petite surprise, mais un vrai plaisir de le retrouver cette saison. Louis, il évolue sur la thématique du handicap, plus spécifiquement du bien vieillir. Et donc ça fait partie de ces projets qu'on voit grandir, se concrétiser, se lancer et puis maintenant se développer. Voilà, mais il en parlera bien mieux que moi. Donc Louis, si tu veux bien me rejoindre sur scène, c'est à toi. Imaginez votre grand-père, 80 ans. Il habite dans son appartement dont il est propriétaire depuis plus de 30 ans, 3e étage, sans ascenseur, une salle de bain pas adaptée. Il est progressivement en perte d'autonomie. Et le maintien à domicile commence à atteindre ses limites. C'était le cas de Gaston, mon grand-père, qui, pour bien vieillir, a fait le choix d'une transition vers une maison de retraite. Mais cela a un coût. D'autant plus que personne au sein de sa famille ne voulait vendre le bien immobilier. Je m'appelle Louis Leduc et j'ai fondé Gaston suite à cela. Chez Gaston, on s'attaque à augmenter l'autonomie financière des 800 000 seniors propriétaires en transition vers un nouveau lieu de vie. Pour cela, on a une solution toute simple. On valorise leur bien immobilier inoccupé par la location et on s'occupe de tout. L'intérêt, c'est donc qu'il génère un revenu régulier qui est capable d'assouvir l'autonomie financière des seniors, qui est une grande problématique sociétale dans les 30 prochaines années, mais qui arrive très vite, mais surtout qui restent propriétaires pour conserver leur patrimoine déjà, mais aussi potentiellement pour transmettre leur patrimoine. D'autant plus un patrimoine qui aurait été rénové, et l'objectif, c'est qu'on s'occupe de tout. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Gaston ? Gaston, c'est un service entièrement clé en main à destination des seniors en transition. L'objectif est de les aider surtout à définir leur projet, parce que c'est jamais simple, il y a beaucoup de solutions, mais aussi son financement. On va ensuite accompagner les seniors sur le fait de vider, trier, stocker leur appartement qu'ils vont quitter. Et on va ensuite rénover leurs biens, le meubler et s'occuper de l'intégralité de la gestion locative. Alors effectivement, Gaston, pour les seniors, ça a un coût. C'est pour ça qu'on a aussi des partenaires de financement qui sont capables de les aider justement à surtout rénover et meubler le bien pour le revaloriser. Chez Gaston, nous, on a une solution qui est simple, c'est-à-dire que sur les étapes de valorisation, on va prendre 15% du montant qui aurait été réellement facturé au client, donc pour la rénovation, le déménagement, l'ameublement, et ensuite 10% sur les honoraires de gestion classiques. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas tout simplement leur bien immobilier ? Je l'ai dit, il y a beaucoup de seniors, et surtout leurs familles, parce que nous, on a une solution qui s'adresse globalement aux familles, qui veulent conserver le bien immobilier. Mais surtout qu'une fois qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Il n'y a pas beaucoup de placements financiers vraiment adaptés au bien vieillir pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on la location classique, ça a l'air assez intéressant. Mais le problème, c'est qu'un projet de location classique, les familles qui s'y lancent, ça prend très longtemps, souvent trop, et c'est souvent compliqué à gérer. D'où Gaston. Alors vous l'avez compris, nos clients, c'est les seniors, mais plus globalement les familles à qui on s'adresse. Nos canaux d'acquisition, ils sont pour l'instant principalement B2B2C, avec notamment les établissements d'EHPAD, de résidence-service seniors, mais aussi un peu de plus en plus B2C. Et oui, effectivement, ma grand-mère est sur Facebook.
Donc Gaston, ça a été créé il y a maintenant à peu près un an. On a un marché et un produit qui est globalement mature sur un périmètre d'Île-de-France pour l'instant. On a un peu plus de 10 partenaires en B2B2C apporteurs d'affaires, qui sont principalement des gros groupes de résidences services seniors. On a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA positif. Pour l'instant, je suis solo fondeur, donc c'est vrai que je fais appel à beaucoup d'experts qui m'entourent. Et on gère l'intégralité de la chaîne de valeur pour l'instant. Donc on a une maîtrise complète de toutes les étapes. L'objectif, c'est vraiment de passer à ce Gaston 2.0, parce qu'on voit que nos partenaires, ils sont partout en France. Donc on a besoin d'avoir une zone de couverture nationale. On a aussi besoin de toucher de plus en plus de seniors en direct via du B2C et leurs familles. Et c'est pour ça que justement l'équipe doit s'étoffer, principalement avec l'arrivée d'un associé qui serait plutôt sur la partie sales, une équipe sales et une équipe qui suivrait les affaires, puisqu'on gère des affaires, on accompagne des familles, mais se recentrer plutôt sur le périmètre opérationnel, plutôt commercial et la relation avec le senior, puisque ce qu'on voit, c'est que notre expertise fine, c'est pas forcément de rénover les biens, c'est pas de les mettre justement sur le marché, de les remettre en location. En fait, c'est vraiment cette partie suivi de toute l'affaire, suivi de tous les partenaires qu'on peut avoir, mais cette expertise de relation qu'on a et cette compréhension du besoin des seniors et de leur famille dans cette phase de transition. C'est pour ça que Gaston a besoin justement de 350 000 euros pour lancer justement ce déploiement. Alors, si vous aussi, vous voulez que les seniors aient les moyens de bien vieillir, mais en fait surtout de profiter de l'essentiel, c'est-à-dire leurs proches, alors contactez-nous. Merci. Oui, je peux y aller. Je voulais rentrer dans les chiffres, parce que je comprends que vous avez un peu d'historique, donc peut-être que vous appréhendez un peu mieux ça. Si on prend une maison habituellement que vous gérez, en moyenne, ça vous coûte combien pour la mettre en location, si on prend toute la chaîne de valeur, et combien vous récupérez dessus sur la durée de vie, entre guillemets, de la location de la maison? Ouais, et sur quelle échelle de temps, surtout, vous remboursez, entre guillemets, les coûts avancés potentiellement? D'un point de vue client, donc? D'un point de vue de l'entreprise Gaston, j'imagine qu'il y a des coûts un peu en amont pour gérer la maison, gérer le déménagement, etc. Enfin, il y a du temps homme passé au début, et vous vous rémunérez, j'imagine, en prenant un pourcentage sur la location? Alors en fait, non, on prend bien un pourcentage sur les deux, sur la partie valorisation. On va prendre 15% du montant global du projet. Donc imaginons, prenons un projet à 100 000 euros, on va prendre 15 000 euros TTC, sachant que Gaston a un BFR qui est hyper négatif, si on rentre un peu dans les chiffres, puisque en fait Gaston demande l'intégralité du projet qui a avancé. C'est Gaston en fait qui va décaisser au fur et à mesure les différents prestataires qui sont pris. Donc et sur la commission et les honoraires, on encaisse une partie en amont et puis après on prend le solde de tout compte. Donc dès la partie de valorisation, même avant que le bien soit mis en location, le service, juste ce service-là, est rentable chez Gaston. Et en plus, on va venir justement faire une partie de gestion locative, donc pour l'instant qui est interne, mais le but c'est de l'externaliser pour être national, sur lequel on prend une commission qui après qui sert justement à faire principalement ce qu'on appelle la gestion locative. C'est courant. Valorisation, c'est rénovation? La valorisation, c'est toutes les étapes qui arrivent avant qu'il y ait un locataire. Okay. Donc ça dépend vraiment du client, mais il y a cette partie de définir le projet, de trouver un financement, d'aider au déménagement, de rénover les biens, qui est un des plus gros coûts, parce qu'on a souvent des appartements qui sont en très mauvais état, et de meubler le bien, bien sûr, puisqu'on fait de la location meublée, pour avoir plus de flexibilité pour les clients. Et ça, ces 100 000 euros, ça peut être un frein à la famille d'avancer ça? Alors exactement, c'est tout à fait pour certaines familles, c'est un frein. Il y a parfois des gros projets. C'est pour ça qu'on embarque souvent les familles aussi plus globalement. Il y a beaucoup d'ayants droit d'enfants qui ont un attachement sentimental fort au bien et qui sont prêts à investir. Mais parfois, il y a des seniors qui n'ont pas la trésorerie, mais qui ont un gros patrimoine, des enfants qui ne veulent pas toujours justement remettre au pot. C'est pour ça qu'on a des partenaires de financement qui sont capables d'accompagner des seniors propriétaires, donc qui ont quand même un patrimoine, sur ces projets de financement. Donc avec du prêt viager hypothécaire qui est le produit le plus courant qu'on propose. Alors moi, ce que je me disais, c'est que donc pour Gaston, qui habite au 3e étage de son appartement et qui a une salle de bain non équipée, c'est déjà une vraie problématique. Et pour Gaston Bis, qui est locataire de son appartement au 3e étage avec une salle de bain non équipée,
j'imagine que c'est encore plus problématique. Et donc, si Gaston, en 2025, rend service déjà à tous les propriétaires, c'est une très belle chose. Mais est-ce qu'il y a une vision plus long terme où les seniors qui ne sont pas propriétaires de leurs biens ont leur place Alors, pour le coup, il faut savoir que 80% des seniors qui partent en EHPAD sont propriétaires. On a vraiment une tranche d'âge qui a eu une accession à la propriété très forte. Nous, on est là pour aider les 80% propriétaires. J'espère que l'État le sera pour les 20% restants. Ça marche, oui. En termes de pénétration de marché, quel est votre premier marché en France? Et ensuite, en perspective à 3 ans, 4 ans, est-ce que vous pensez vous déployer à l'international? Alors, nous, je vais montrer, on a un marché vraiment qui peut être B2C, parce que c'est très intéressant, mais principalement B2B2C. On sait qu'il y a une vraie crise dans tout le milieu EHPAD et résidence service senior, une vraie difficulté à re-remplir et à faire payer leurs clients, qui ont de moins en moins de moyens, donc moins de prospects, moins de taux de conversion. Donc nous, on va surtout suivre ces acteurs-là, qui sont très intéressés puisqu'ils sont déjà un partenaire. On a déjà des partenariats avec eux et qui vont un intérêt fort pour augmenter le taux de conversion. C'est des acteurs qui sont globalement européens pour la plupart. On voit qu'il y a des similarités très fortes sur le marché, principalement en Belgique, en Espagne, en Italie, où ils ont en fait recréé le même modèle. Donc le but, c'est vraiment de les accompagner. Merci beaucoup. Merci Louis, merci à tous. On va pouvoir passer directement à l'étape suivante, à savoir le vote du public. Donc là, je vous invite, on a une petite slide récapitulative, on a un QR code un peu plus gros. Je vous invite à scanner avec votre téléphone et à choisir le projet qui vous a le plus convaincu. Je les avais tous mis. Oh, wow. Pas ouf. On va vous demander juste 2 petites minutes de patience. On a un petit souci avec l'outil. Pendant ce temps, Clément va faire une danse sur scène. Non, merci. Oui, pas de souci. T'as cliqué CV, c'est interactif. C'est pas. Voilà, votez sur celui-ci, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ah,
que je vais la chercher. Faut qu'elle vote. Allez-y, donc n'hésitez pas à voter. Pour rappel, nous avons The New Botanist, nous avons Esper, nous avons le Click CV, nous avons Dancer, nous avons Oxymove, Responsive Utility et Gaston. N'hésitez pas à voter. En attendant, il y a une initiative qui a été lancée au PERCO, initiative de la région, qui visait notamment à faire en sorte que les agents puissent prendre un peu plus part à la vie du PERCO. C'est un club donc des parrains marraines qui a été lancé. Chaque projet se voit attribuer un parrain ou une marraine. L'objectif, c'est que l'incubé puisse justement contacter ce parrain marraine et puisse faire en sorte donc de connaître un petit peu mieux la région, puisse aussi poser toutes les questions qu'il pourrait avoir à ce parrain marraine. On a justement la chance d'en avoir une des marraines, Fatima. Safia, je t'invite à venir sur scène et elle va vous parler 2 minutes justement de son expérience en tant que marraine et ce qu'elle a pu vivre ces 6 derniers mois. Donc, bonjour à tous. Donc, ça fait 1 an que je suis marraine. J'ai accompagné Cyril qui a fait comme projet Maléa. Je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont là depuis un moment. C'était un flexible de douche. Donc, mon accompagnement, c'était de l'aider à comprendre le fonctionnement de la collectivité, de l'aider aussi à trouver des partenaires pour faire que son produit soit reconnu et soit connu. Pour moi, ça a été aussi une découverte de travailler aussi avec le monde de l'entrepreneuriat, de découvrir le PERCO, hein, parce que voilà, au tout début, j'étais dans le pôle qui a accompagné la mise en place du PERCO. Et donc, ça a été aussi un challenge de découvrir aussi les différentes animations qui étaient mises en place, les formations qui étaient proposées. Et donc, je rempile pour une nouvelle année, puisque je vais accompagner Amadou et Francky sur un guidon pour tous, donc voilà, sur la nouvelle promotion. Voilà. Si vous avez des questions, je peux voilà, vous répondre. C'est bon. C'est assez clair? Oui. Alors, l'accompagnement, c'était en premier lieu de l'orienter plutôt sur vers quel public il avait le public, mais c'est vers qui il pouvait aller, il pouvait solliciter, qui pouvait solliciter. Est-ce que c'était les collectivités? Est-ce que c'était les EHPAD? Est-ce que c'était voilà, parce que son projet, c'était de proposer un flexible de douche qu'on peut poser n'importe où dans la douche, aussi bien pour les enfants que pour les personnes en situation de handicap, que pour les seniors, que pour les mamans qui avaient besoin de poser. Donc, c'était de l'accompagner dans ce sens-là, de le recadrer dans sa façon d'aller chercher le public et puis de le mettre en relation aussi avec certaines collectivités. Alors j'ai la chance d'avoir travaillé dans d'autres collectivités et d'avoir connu certains élus et donc de le mettre en lien avec ces élus-là dans le cadre de son projet. Je suis moi-même en situation de handicap et suivie aussi dans un hôpital. Et donc, j'ai profité de mes visites pour parler de son projet aussi, et donc de le mettre en lien aussi avec les ergots, etc. Et donc là, avec un guidon pour tous, avec Francky Amadou, ça va être dans le même projet.
de les mettre en lien aussi avec les collectivités et voilà, ouvrir un peu les portes. Voilà. Au départ, ce n'était pas inné, mais je travaillais dans la direction du directeur qui portait le PERCO et qui nous a demandé, qui nous a sollicité. Et puis, c'est surtout aussi les thématiques. Le handicap, c'est une thématique que je côtoie au quotidien, hein, bien sûr. Et du coup, je suis pas douée pour porter des projets de ce type, donc je me suis dit pourquoi pas accompagner et aider ceux qui le veulent. Et puis je fais aussi partie de temps en temps d'un jury et justement responsable TV, voilà. Je l'ai vue 2 fois en jury, là c'était top. Donc j'espère que vous avez voté pour elle, même pour les autres, mais voilà. Je l'ai vue 2 fois, donc voilà. J'ai vu l'évolution, c'est top. Voilà, merci. On va pouvoir passer aux résultats d'abord du prix du public. Pour ce faire, j'ai appelé donc Guillaume, qui travaille à la région, voilà, qui va pouvoir annoncer dans un premier temps le prix du public. On passera au jury. Ah, c'est d'abord le jury ? Qui ça ? Ah, ok. Ah oui, ok. Bon, bah, dans un second temps, dans ce cas-là. Ok, bah dans ce cas-là, dans un premier temps, prix du jury et Marjorie. Bon, vous pouvez venir tous les 3, mais Marjorie, je t'en prie pour le prix du jury. On a eu quelques débats. Comme d'habitude, c'est compliqué pour un jury de se décider avec autant de beaux projets. On va annoncer sans transition qui gagne et ensuite je vais laisser Timothée et Mathis expliquer un peu les arguments. Donc, le gagnant pour ce démodé est Esper. Alors, déjà, bravo Jérémy et Louis, si je me souviens bien des prénoms. Le pitch était top, c'était hyper clair et le marché est super intéressant. Moi, de mon côté, la seule crainte que j'avais, ou alors au moins point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est au niveau de l'impact sur. Ça serait intéressant d'un jour avoir une métrique sur quel est le volume de dons qui aurait été fait dans tous les cas et qui est passé par une fondation au lieu de passer en direct, et quel est le volume de dons créé et qui là du coup a un vrai impact énorme. Voilà. Mais très belle présentation et très beau projet. Non, je pense que je partage ce point sur l'impact. C'est important d'essayer de mesurer à quel point vous avez une additionnalité et à quel point vous arrivez aussi à jouer un rôle de plaidoyer pour qu'il y ait plus de dons via des fondations qui soient réalisées par les entreprises. Et sinon, peut-être sur un point un peu plus business, sur ces modèles-là où on va chercher des entreprises, ça peut prendre du temps de vendre le produit, la solution, on peut se disperser. Donc, essayer de bien faire maturer une stratégie de déploiement, peut-être par verticale, peut-être vraiment par taille de boîte précise. En tout cas, tenter des choses, voir où ça prend et continuer pour pas se disperser dans le go-to-market, comme on dit, dans le monde startup. Merci, bravo à vous. Et n'oubliez pas de rendre visibles les femmes de votre équipe. Bravo. Merci à vous 3 et bravo à vous 2. On va passer cette fois donc vraiment au prix du public. Dans ce cas-là, Guillaume, voilà, tu peux revenir. Je t'en prie, et oui. Voilà, je te laisse. Juste, ouais, attendez, hein, écoutez pas. Donc, le prix du jury de ce, je sais même plus, troisième démodé est attribué à Dina pour Click CV. J'en profite, parce que c'est une start-up du PERCO. Bien sûr, tu vas rentrer dedans.
Voilà. Il y a déjà des échanges qui se font, c'est magnifique. Bravo, Dina. Est-ce que tu veux dire quelques mots ou pas? T'es pas obligé. T'as déjà fait assez d'efforts pour aujourd'hui. Non, mais blague à part, quoi. J'aimerais... Je dis merci le Perco parce que c'est la première fois, après 10 ans un peu bizarre dans une deuxième vie, j'ai enfin pu me remettre dans le travail, mais pas seulement avec que des handicapés autour de moi. J'en ai marre des handicapés. Non, j'en ai pas marre, mais j'aimerais qu'on m'entende et qu'on m'écoute et qu'on ne pense pas que je sois seulement patati patata. Et maintenant, blague à part, il y a vraiment des trucs à faire, je crois. Avec certains, on en a parlé. Et j'aimerais vraiment qu'en attendant, dans les semaines à venir, avant le début du prochain semaine européenne du travail pour les handicapés, on fasse un truc génial parce que je n'ai que des idées dans la tête. Voilà. Et peut-être une réflexion, je partage une réflexion qu'on a eue sur votre projet, un conseil qu'on peut vous donner, mais n'hésitez pas à mettre en avant votre produit. C'est peut-être ce qui manquait un petit peu, qu'on puisse vraiment voir ce que vous faites concrètement. Parce que j'imagine qu'il est top, et voilà. Justement, il y a tout un touche-tout pour faire un... Il y en a des à préparer pour le... Oui, voilà. Ce qu'il faut, ce sera pour tes prochains. En fait, je suis en train d'essayer de draguer Madame la Présidente pour que... Et qu'elle nous... Du coup, elle puisse faire un capote autour de la table avec toutes les grandes entreprises à qui on dise, vous savez, 1 sur 5, c'est pas mal, donc prenez de l'avance, faites votre cap CV Click, et comme ça, on va commencer dans l'entreprise à rentrer dans cette logique où on se parle dans les yeux, en tout cas, chacun à son rythme. Bravo. Eh bien voilà, merci pour votre présence au Démo Day de la saison 3 du Perco. On vous attend maintenant littéralement de l'autre côté du mur pour le cocktail. Et vous allez pouvoir rencontrer 6 startups Longo. Vous allez aussi pouvoir voir Alke qui a créé les maillots qu'on a remis et qui va les floquer en direct au nom des startups. Et on espère boire un petit coup avec vous pour fêter cet après-midi. Bravo à tous les lauréats, vous avez été géniaux. Félicitations.